très grand bonjour à tous. Merci d'être présents à cette nouvelle session du point hebdomadaire justement avec Carmignac sur les marchés financiers, l'actualité économique, microéconomique et quelques idées d'allocation avec aujourd'hui Axel Pignon, spécialiste produit chez Carmignac. Bonjour Axel. Bonjour et ravi d'être parmi vous. Alors Axel, donc c'est toi qui vas s'y prêter à l'exercice pour aujourd'hui. Donc on va commencer par donc, tes commentaires sur l'évolution des principaux indicateurs clés. Donc, on va mettre justement donc, ces indicateurs donc, sous les yeux de nos participants tout de suite. Voilà. Donc, je te laisse éventuellement faire donc, tes commentaires sur le sujet dans un premier temps. Oui, bien sûr. Alors, si on regarde d'abord ce qui s'est passé sur les marchés actions sur la semaine, on a eu un comportement un peu atypique par rapport aux semaines précédentes parce qu'on a vu une surperformance des actions émergentes par rapport aux actions développées. Et ça, on n'avait pas vu ça depuis quelques temps et c'est lié au fait qu'on a eu un rebond des actifs chinois après plusieurs semaines de forts replis qui étaient notamment liés à toutes les mesures de confinement qu'on a eues en Chine. Et cette surperformance du marché chinois, elle est aussi liée à l'annonce faite par les autorités chinoises de la baisse de l'un de leurs principaux taux directeurs afin de soutenir le marché immobilier. Donc, on commence à voir ce début de mesures de stimulus de la part de la Chine et donc qui a été salué par les marchés financiers. Par contre, sur les marchés développés, et notamment aux États-Unis, il y a toujours le même niveau de volatilité. L'indice américain large, le S&P 500, s'est affiché en baisse pour la 7e semaine consécutive. Et vendredi, en cours de session, on s'est approché de la barre des moins 20% depuis les points hauts. Et c'est une barre importante pour les investisseurs parce que quand on dépasse les moins 20%, on rentre ce qu'on appelle techniquement en bear market, c'est-à-dire vraiment en récession des marchés. Sur l'indice Nasdaq, qui est l'indice vraiment des valeurs de croissance américaines, pareil, la dégringolade se poursuit. Depuis le début de l'année, 40% des titres du Nasdaq sont en baisse de plus de 50%. Donc, on commence vraiment à atteindre des chiffres impressionnants. Alors, les raisons derrière ces mouvements extrêmes, c'est toujours la même, celles qui vous ont été expliquées au cours des dernières semaines. L'incertitude sur la croissance, sur l'inflation et la pression que ça met sur les banques centrales pour agir dans ce contexte d'inflation élevée, mais avec une croissance qui ralentit. Et derrière ces mouvements, notamment aux États-Unis, il y a aussi eu une montée soudaine des inquiétudes concernant la capacité des entreprises à survivre dans ce contexte inflationniste. Parce qu'on a eu, et ça va être tout le sujet de la présentation aujourd'hui, une nouvelle très négative de la part de Walmart et Target, qui sont deux géants de la distribution américaine, qui ont annoncé une alerte sur leurs profits et ce qui a entraîné tout le secteur de la consommation en baisse. Donc voilà, une semaine de plus négative sur les actions développées. Mais par contre, la bonne nouvelle est venue cette semaine des marchés obligataires, où on a vu une stabilisation des marchés obligataires, voire un retour à la hausse du prix des emprunts d'État, notamment aux États-Unis. Et la raison derrière, alors c'est peut-être pas une très bonne raison pour nous tous, mais au moins c'est une bonne raison pour les marchés obligataires, c'est qu'on voit monter les craintes de récession. Jusqu'à maintenant, les marchés étaient vraiment concentrés sur les craintes d'inflation qui ont tendance à pénaliser le marché obligataire. Mais ce qu'on voit sur les derniers jours, c'est que les inquiétudes passent de l'inflation à la récession. Et donc, ça entraîne une hausse du prix des obligations, et notamment aux États-Unis, où le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est passé d'un pic de 3,2% début mai à 2,79% vendredi dernier. Il y a aussi un phénomène sur le marché obligataire, c'est que beaucoup des mauvaises nouvelles ont déjà été intégrées dans le prix. Et donc, ce rebond du marché obligataire s'est étendu à certains marchés du crédit qui ont affiché une petite hausse sur la semaine. Enfin, si on termine cette revue de la semaine par les devises, normalement, lorsque nous avons une chute des marchés actions américains, le dollar a tendance à être soutenu parce qu'il bénéficie vraiment de son statut de valeur refuge. Mais ça n'est pas arrivé cette semaine. C'est pas arrivé parce que déjà le cours du dollar intègre en grande partie toutes les nouvelles qu'on a eues sur le resserrement monétaire à venir des États-Unis, mais aussi parce que nous avons eu un rebond de l'euro qui a été favorisé par des signaux toujours plus agressifs envoyés par la Banque centrale européenne au cours de la semaine. Donc une semaine atypique dans le sens où on a eu un rebond des émergents,
enfin un rebond des marchés obligataires et un rebond de l'euro vis-à-vis du dollar. Alors, passons tout de suite justement donc, au focus macroéconomique. Et cette semaine, ce fameux focus va concerner donc, un point phare, à savoir la consommation américaine. Donc là, un slide également justement pour illustrer ton propos. Je te laisse la parole. Bien sûr. Oui, je le disais tout à l'heure, la grosse nouvelle de la semaine est venue des distributeurs américains et donc ça m'a conduit à m'intéresser à la santé de la consommation américaine. On le sait, on est face à une inflation galopante aux États-Unis avec 8% d'inflation sur un an au mois de mai. Et donc, on a la mission de la Banque centrale américaine qui est de ralentir cette hausse des prix tout en évitant à tout prix d'entraîner une récession aux États-Unis. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est vraiment si les mesures de la Réserve fédérale américaine et de l'inflation peuvent avoir un effet dramatique sur la consommation américaine. Et en fait, il se trouve que le consommateur américain est aujourd'hui le mieux placé pour résister à ces pressions inflationnistes pour plusieurs raisons. D'abord, oui, le revenu réel, c'est-à-dire le revenu sur lequel on enlève l'inflation, va clairement être érodé par l'inflation. Mais, et c'est le graphique de gauche, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, 72% des travailleurs américains sont toujours en gain net positif depuis la crise du Covid. Et en fait, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, il y a de telles tensions sur le marché américain de l'emploi, c'est-à-dire qu'on a un taux de chômage qui est tellement faible que les salariés ont un très fort pouvoir de négociation sur leur salaire, ce qui leur permet d'amortir ce choc inflationniste et même d'amplifier cette bulle inflationniste que nous avons aux États-Unis. Il y a d'autres facteurs aussi qui font que malgré l'inflation, nous pensons que le consommateur américain va pouvoir résister d'une certaine manière, notamment grâce à toute l'épargne qu'il a accumulée pendant la crise du Covid. Et là, c'est sur le graphique de droite. Ce qu'on voit, c'est que depuis la crise du Covid, les consommateurs américains ont mis énormément de côté. Un, parce que d'abord, ils n'ont pas pu consommer, et deux, parce qu'ils ont bénéficié des aides de l'État. Et donc, lorsque la pression inflationniste va devenir trop importante, ils vont pouvoir puiser dans cette épargne excédentaire pour financer leur consommation. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, en fait, cette épargne a permis de rembourser beaucoup de crédits en avance et donc de baisser le taux d'endettement des ménages aux États-Unis. Et donc, si à l'avenir, ils se retrouvent un peu sous pression en termes de pouvoir d'achat à cause de cette inflation, ils vont pouvoir se réendetter pour pouvoir financer leurs dépenses de consommation. Mais attention, il y a des bonnes nouvelles sur ce front de la consommation, mais il y a aussi quelques points qui restent à surveiller. D'abord parce que l'inflation, elle touche pas tous les consommateurs malheureusement de la même façon. Et c'est souvent les consommateurs avec les plus faibles revenus qui sont les premières victimes de l'inflation. Et ça va être très important, on va en parler un peu plus tard, mais en termes de stratégie d'investissement à prendre en compte. Et aussi parce que même si le compte en banque des ménages américains n'a pas drastiquement changé récemment, tous les gros titres qu'il y a sur l'inflation a tendance à éroder la confiance du consommateur. Et donc, on commence à voir certains comportements de repousser les dépenses de consommation. Et là, j'ai beaucoup parlé du consommateur américain qui, lui, devrait pouvoir faire un atterrissage en douceur après une forte hausse de la consommation. Mais ce qui nous inquiète un peu plus, c'est le consommateur européen, malheureusement. Parce que pour lui, l'impact de l'inflation va être beaucoup plus fort. La raison, c'est qu'en Europe, les salaires ne progressent que de 1,5% contre 6% aux États-Unis, alors que les prix augmentent de 7,5% en Europe. Donc, ce qu'ont fait les gouvernements en Europe, c'est mettre en place diverses mesures de soutien. On a eu le chèque énergie, tout ce qui est ristourne à la pompe, pour aider à compenser cet effet inflationniste. Mais le problème, c'est que ces solutions, elles ont tendance à être que temporaires. Donc, on fait très attention à la santé du consommateur européen pour les prochains mois. Si Alors, c'est qui bon dit pour toi. justement donc, consommation dit secteur de la distribution Axel. Et tu l'évoquais en amont justement de ta présentation. On connaît aujourd'hui quelques perturbations dans ce secteur de la distribution. Tu évoquais notamment Walmart et Target. Donc là aussi, ça va être ton focus microéconomique avec à l'appui donc ce slide de présentation. Exactement. On a eu donc cette alerte sur le secteur de la distribution avec ce que je disais, ce que tu viens de rappeler, Imen, les annonces de Walmart et Target. Et ça a entraîné une baisse de 25% du cours de Target sur la séance boursière de mercredi, ce
ce qui est du jamais vu pour cette entreprise de la distribution. Donc, c'est un peu un équivalent de Monoprix, hein. Ce qui est du jamais vu depuis le crack de 1987. Et il y a plusieurs raisons derrière cette alerte sur les profits de Walmart et Target. D'abord, j'en parlais, le consommateur, notamment celui avec les revenus les plus faibles, commence à réallouer ses dépenses sur les biens qu'on juge essentiels, donc notamment tout ce qui est alimentaire. Mais il y a aussi quelque chose qui est important pour toutes ces entreprises, c'est qu'elles mentionnent la difficulté croissante qu'elles ont à contenir les hausses de coûts, et notamment tout ce qui est lié au coût du transport et à la hausse des salaires aux États-Unis. Un troisième facteur qui ne concerne pas malheureusement que Walmart et Target, c'est que pendant la crise du Covid, avec toutes les disruptions qu'ils ont eues sur les chaînes d'approvisionnement, donc tous les problèmes qu'ils ont eu d'approvisionnement, ça les a conduits à stocker massivement de peur de retourner en pénurie. Et on a des chiffres qui sont absolument hallucinants, hein. Si on regarde Walmart, au dernier trimestre, sur un an, leurs ventes étaient en hausse de 2%. Mais en parallèle, leurs stocks ont augmenté de 32%. Donc on voit vraiment que tous les distributeurs, par peur de retourner dans une pénurie et donc de manque à gagner, ont restocké massivement. Ce qui fait que dès qu'on a une consommation qui stabilise ou même qui baisse, eh ben, ils se retrouvent avec des tonnes de stocks sur les bras et donc une alerte sur les marges. Et enfin, il y a un dernier facteur qui commence à un petit peu fragiliser ce secteur de la distribution, c'est la transformation de la demande. Ce qui se passe, c'est que les Américains, mais c'est aussi vrai en Europe, achètent de moins en moins de biens durables comme les télévisions, parce que ils en ont acheté beaucoup pendant les 2 ans où on était enfermés chez nous, et ils ont tendance à réallouer leurs dépenses vers plutôt les services et notamment le tourisme. Et donc, ça a tendance à pénaliser les grands géants de la distribution. Donc, en gros, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette alerte de Walmart et Target? Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on l'a vu, la demande aux États-Unis va faire un atterrissage assez doux. Mais le problème pour les distributeurs, il vient pas de la demande et il vient plutôt de l'offre. Et c'est un phénomène qui, encore une fois, n'est pas limité juste à ces deux entreprises que sont Walmart et Target. Et le problème de l'offre, c'est qu'on a une contraction des marges qui pourrait être beaucoup plus importante, notamment à cet effet de stockage dont j'ai mentionné, beaucoup plus importante que dans les ralentissements précédents. Et donc entraîner ce qu'on appelle une crise de récession des profits aux États-Unis. Et donc, en fait, le ralentissement de la croissance américaine ne viendrait pas des consommateurs, mais viendrait des entreprises. Et enfin, il y a une autre leçon qu'on peut tirer, c'est que si des géants de la distribution comme Walmart et Target luttent pour passer les coûts, on peut deviner que les négos vont être extrêmement tendus avec tous leurs fournisseurs. Et donc, en fait, les seules entreprises qui vont réussir à résister, c'est celles qui sont sur des segments un petit peu premium, qui ont un fort pouvoir de fixation des prix, et donc qui sont capables de négocier plus fortement avec ces distributeurs. Entendu, Axel. À présent, passons justement à ton message de la semaine. Ton message de la semaine, Axel, c'est un message de Brian Cornell, donc PDG de Target, qui disait: nous n'avions pas anticipé les changements rapides que nous avons observés au cours des 60 derniers jours. Donc, on te laisse éventuellement commenter ce message. Oui, en fait, j'ai trouvé, en regardant un peu, étudiant les Target et Walmart, je trouvais ça un petit peu étonnant qu'un chef d'entreprise d'une si grande entreprise américaine mentionne son incapacité à prévoir ce qui allait se passer. Et en fait, malheureusement, Brian Cornell n'est pas du tout le seul à être dans cette difficulté. Beaucoup d'entreprises, après tout ce qu'elles ont connu sur le Covid, ont eu du mal à anticiper ce qui allait se passer en 2022. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tous les bénéficiaires du Covid n'ont pas anticipé qu'il allait avoir une normalisation des habitudes de consommation. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu des chiffres de croissance absolument délirants pendant la crise du Covid et ils ont extrapolé ce chiffre de croissance sur plusieurs années. Et donc, du coup, ils ont investi en conséquence, ils ont stocké en conséquence. Et ce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est que, oui, en fait, on est retourné à la normale. On a eu une anomalie avec une forte croissance pendant le Covid et maintenant, on est retour sur la tendance normale du pré-Covid. Mais ce qui se passe, c'est que toutes ces entreprises, elles ont investi et qu'aujourd'hui, elles ont leur marge qui se contracte parce que elles ont une demande qui s'est renormalisée alors que leurs investissements ont augmenté. Et donc, ça se voit sur les embauches. Walmart et Target, mais aussi Amazon ont annoncé avoir trop embauché et donc vont devoir sûrement faire demi-tour.
Amazon a aussi mis une petite alerte en disant que ils avaient trop investi en logistique et donc à court terme, ça érodait leur rentabilité. Et au-delà de ces distributeurs, on l'a vu sur beaucoup de sociétés de consommation, notamment Internet, Netflix qui a beaucoup trop investi en termes de contenu, et ça a été une des raisons derrière la chute brutale du cours de Netflix. Et on l'a vu même sur des entreprises comme Facebook qui ont investi dans le métaverse, pareil, en extrapolant cette croissance Covid en pensant qu'elle allait durer pour toujours. Donc voilà, on a eu tous ces bénéficiaires du Covid qui ont eu une tendance à être beaucoup trop optimistes. À terme, nous, on voit ces effets que comme transitoires. On ne pense pas que la profitabilité de ces sociétés solides va être pénalisée sur le long terme, mais il va falloir attendre que cette période de digestion se passe pour pouvoir revoir des chiffres de rentabilité intéressants. Je comprends tout ça. Donc, passons à la minute pédagogique. Donc, depuis quelques sessions, on a justement donc une minute pédagogique qui est mise en avant. Et donc, toujours en fait en relation avec ce qu'on s'est dit, cette minute pédagogique aujourd'hui est consacrée à l'élasticité prix. Je te laisse la parole, Axel. Oui, parce qu'en fait, l'élasticité prix, c'est quelque chose qui est vraiment clé en période d'inflation. Et c'est quelque chose que regarde attentivement toute notre équipe de gestion pour savoir quel investissement faire dans ce contexte. Alors, l'élasticité prix, ça répond tout simplement à la question de comment évolue la consommation d'un produit lorsque son prix augmente ou lorsque son prix baisse. Par exemple, si on regarde la formule, si l'élasticité de la demande, on va prendre des oranges, elle est de 0,5, ça signifie qu'une augmentation du prix des oranges de 1% va se matérialiser comme une baisse de leur demande de 0,5%. Donc on parle d'une demande élastique si l'élasticité en valeur absolue est plus grande que 1, et elle est dite inélastique si elle est inférieure à 1. Mais l'élasticité de la demande, elle dépend aussi de beaucoup d'autres caractéristiques. Et un des premiers éléments, ça va dépendre de l'existence ou non de produits de substitution, ou où est-ce qu'on en est sur la concurrence. Et il y a un exemple assez parlant qui est celle de la demande pour tout ce qui est soda type Coca-Cola. Et en fait, c'est une demande qui est extrêmement élastique. Ce qui veut dire qu'une petite variation du prix peut entraîner des grandes modifications en termes de demande à cause de la concurrence qui existe sur ce marché et de l'existence de produits de substitution. Parce que si le prix des boissons Coca-Cola augmente, ce qui va se passer, c'est que les consommateurs, dans une certaine mesure, ils vont lui préférer du Pepsi et ainsi faire chuter la demande pour les produits Coca-Cola. Et d'un autre côté, en fait, l'entreprise Coca-Cola, elle est consciente de cette élasticité de la demande pour ses produits. Et donc, ce qu'elle peut faire, c'est décider de baisser ses prix pour ainsi faire baisser la demande de Pepsi. Donc, l'élasticité est en fonction de l'existence de produits de substitution ou de concurrence, mais elle varie aussi en fonction de l'horizon temporel que l'on va considérer, et notamment la durabilité des biens. Parce que si on regarde par exemple à très court terme, l'élasticité de la demande d'essence, elle est très faible. Parce qu'en effet, de nombreuses personnes, quand le prix de l'essence augmente, ils n'ont pas d'autre solution que de continuer à utiliser de l'essence parce qu'ils n'ont pas accès à des transports alternatifs pour se rendre à leur travail. Mais ça risque d'avoir un impact sur le long terme. Parce que dans ce cas-là, les automobilistes, s'ils savent que durablement les prix de l'essence sont élevés, c'est ce qui se passe en ce moment, ils vont trouver des solutions pour réduire leur consommation en investissant dans des véhicules qui polluent moins, ou même dans l'électrique, ou encore pire, en déménageant proche de leur lieu de travail. Donc, cette idée d'élasticité, c'est vraiment un dilemme pour les entreprises parce que ce qu'elles vont devoir faire dans les prochains mois, c'est augmenter leurs prix de manière assez élevée pour couvrir la hausse des coûts, mais suffisamment, ne pas trop les augmenter pour ne pas heurter la demande de leurs clients. Et ça va être ça qui va influencer nos grandes décisions d'investissement pour les prochains mois. Très belle transition, Axel. Justement, passons à présent à la stratégie d'investissement et aux idées d'allocation. Donc là, ici, on va passer justement à Carmignac Portfolio Grande Europe. On en a déjà parlé lors des sessions précédentes. On en parle encore aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de parler du secteur de la consommation. Exactement. Donc, c'est notre fonds action européenne géré par Marc Denham et qui a vraiment un objectif d'investir dans des entreprises qu'on appelle de qualité. Et on vous a déjà expliqué dans des précédentes sessions ce qu'on entendait par valeur de qualité.
Et le défi pour Marc dans cet environnement, c'est que, on l'a vu, on va avoir une compression des marges qui va se traduire par une bataille des prix, mais surtout par une bataille des parts de marché. Et dans cette bataille des parts de marché, en fait, ce qui va marcher, c'est les entreprises qui ont des marques fortes et qui sont capables d'annuler la hausse des prix parce que, en fait, elles ont des taux de rentabilité qui sont élevés et ainsi de permettre d'offrir une croissance attrayante. Et j'ai donné l'exemple de plusieurs entreprises dans lesquelles Marc investit et qui cochent tous ces critères-là. Un des grands exemples, et qui est un classique en termes de période de récession, c'est Nestlé. Nestlé, c'est une entreprise qui a tendance à bien se comporter en période inflationniste et de ralentissement de croissance, justement parce qu'il y a une très faible élasticité de la demande. En effet, Nestlé est positionné sur des produits, sur des catégories de produits et sur des marchés et sur des marques qui sont extrêmement résilientes. Et donc, ce qui permet à l'entreprise de résister à la hausse des prix et à la pression sur la baisse des budgets de consommation. Et d'ailleurs, le management anticipe pour 2022 une hausse de la croissance organique de 5%, donc ce qui est plutôt satisfaisant dans l'environnement dans lequel on est. Mais au-delà de la consommation, ce qu'on appelle de base, comme Nestlé, c'est aussi un contexte qui profite à des marques de luxe. Et ça, c'est un peu plus contre-intuitif. Mais c'est lié au fait que, je le disais, dans ce contexte d'inflation et de ralentissement de la croissance, ça pénalise en premier les plus bas salaires. Donc, dès qu'on est sur du luxe, on souffre moins de ce contexte-là. Et surtout, c'est des marques qui ont tendance à avoir un pricing power, une capacité de fixation des prix qui est extrêmement importante. Et c'est le cas d'LVMH. Parce qu'attention, dans le luxe, tout le luxe ne s'en sort pas bien dans cette situation. C'est plutôt les marques extrêmement premium qui vont bien s'en sortir. Les Louis Vuitton, les Dior. Les marques qui sont, on va dire, qui vendent des sacs autour de 400 € risquent, elles, de souffrir parce qu'en fait, elles ciblent une partie de la population qui risque de souffrir de ce contexte. Mais les marques d'extrême luxe comme LVMH, comme Louis Vuitton ou Dior, elles vont être capables de faire passer l'augmentation des prix tout en maintenant des volumes tout à fait satisfaisants. Et un des derniers exemples dont je voulais vous parler aujourd'hui dans la consommation, c'est une entreprise qui est peut-être un petit peu moins connue, qui est Compass, qui est un des leaders, c'est un concurrent de Sodexo en France, c'est un des leaders de la restauration collective. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur un autre type de consommation, mais on est sur une entreprise qui devrait s'afficher assez résiliente dans ce contexte parce qu'elle fournit en priorité, enfin une grande part de son chiffre d'affaires est liée à tout ce qui est secteur de la santé. Et donc, voilà, un secteur qui est assez immune à tout ce qui se passe en termes d'environnement macroéconomique. Donc, attention au secteur de la consommation, pour conclure. Il va y avoir quelques secousses, notamment parce que la rentabilité des entreprises vont baisser, mais il reste des opportunités. Il va falloir être extrêmement sélectif. Il va falloir regarder là où on met les pieds parce que il y a quelques mines qui risquent d'exploser d'ici les prochaines semaines et les prochains mois dans ce contexte-là. Bien reçu, Axel. Alors, du coup, passons rapidement maintenant à la session des questions-réponses. Donc oui, effectivement, ici, on a un extrait de la fiche valeur de Carmignac Grande Europe, donc, qui est directement disponible sur notre plateforme transactionnelle, donc en tapant tout simplement le libellé du fonds, et en allant directement dans acheter. Pour le coup, donc les questions-réponses, on en a quelques-unes. Axel, une première question, c'est si après la baisse du secteur tech, c'est autour de la conso, de secteurs importants dans ce que l'on nomme les secteurs défensifs, alors que reste-t-il comme secteur défensif? C'est une très bonne question. En fait, c'est vrai, ce qu'on a vu, et c'est la bonne illustration, c'est l'indice Nasdaq. On parle toujours de cet indice Nasdaq parce que c'est vraiment l'archétype de tout ce qui a très bien fonctionné sur les 10 dernières années. Et donc, c'est un indice où les secteurs de la tech et de la conso sont très, très bien représentés. Et je disais, 40% de l'indice, 40% des titres de l'indice sont en baisse de plus de 50%. Donc, c'est un secteur qui a énormément corrigé. Donc, où est-ce qu'il faut se réfugier en tant qu'investisseur? Beaucoup d'investisseurs, depuis le début de l'année, se sont réfugiés dans tout ce qu'on appelle consommation de base, donc typiquement les Nestlé. C'est déjà des valeurs qui ont bien résisté et qui devraient continuer à bien résister parce que, évidemment, quand dans un contexte inflationniste, on se recentre sur
l'alimentaire en premier lieu. La santé fait aussi partie des secteurs qui sont plutôt bien résistants dans ce genre d'environnement. Et puis, il va falloir voir un petit peu au-delà parce que, en fait, quand on est investisseur, ce qui est important, c'est toujours d'investir dans ce qui n'est pas aujourd'hui pris en compte par le consensus, par les investisseurs. Parce que le seul moyen d'avoir une hausse des prix, c'est d'être un petit peu divergent de ce qui est dans le marché. Et aujourd'hui, ce que n'anticipent pas du tout les investisseurs, c'est ce problème de croissance. Ça commence à être pris en compte par l'investisseur obligataire, on l'a vu parce que les taux des rendements d'État commencent à eux se stabiliser parce que les investisseurs passent de cette crainte d'inflation à cette crainte de croissance. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu sur les investisseurs actions et la preuve en est, c'est que en fait ces boîtes de tech, ces boîtes de conso, oui, elles vont souffrir à court terme et elles souffrent surtout de cette normalisation post-Covid dont j'ai parlé. Mais à long terme, c'est les seules entreprises qui sont capables d'offrir des chiffres de croissance absolument impressionnants. Et on ne pense pas que toutes les grandes entreprises de la tech, demain, il va y avoir un changement total, drastique d'environnement qui vont faire qu'elles n'existent plus ou qu'elles en sortent complètement affaiblies. Au contraire, c'est des entreprises qui sont souvent leaders sur leur marché et donc qui ont une forte capacité de fixation des prix et donc qui, à terme, vont pouvoir résister, surtout qu'elles ont des fondamentaux extrêmement solides. Donc, au jour d'aujourd'hui, investir, bah oui, on va être dans la consommation de base, la santé, on va se réfugier vraiment dans ce qui nous rassure, mais il commence à y avoir des opportunités extrêmement intéressantes à des prix attractifs sur des secteurs qui offrent pas de la croissance à très 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 court terme, mais de la croissance à horizon moyen-long terme, ce qui est l'horizon d'investissement de nos clients. Axel, tu n'as pas évoqué justement donc, les financières, notamment le secteur bancaire, assurantiel également, qui pourrait profiter justement de la hausse des taux directeurs des banques centrales. Qu'en penses-tu? Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai, à court terme, c'est d'ailleurs un des secteurs depuis le début de l'année qui s'est plutôt bien comporté, hein. On a vu que les banques avaient plutôt bien résisté parce que enfin, elles bénéficient de la hausse des taux après des années, 30 ans de baisse des taux. Donc ça, c'était un peu la bonne nouvelle et le soulagement du secteur bancaire. Et là encore, en fait, on en revient à quel est l'horizon de temps. Oui, à court terme, clairement, les banques soufflent un petit peu de cette hausse des taux. Mais à très long terme, en fait, enfin à moyen long terme, même pas à très long terme, le secteur bancaire continue de souffrir des mêmes faiblesses qu'il a souffert sur les 10 dernières années. Et la principale faiblesse, c'est qu'en fait, ils sont en train de se faire ce qu'on appelle disrupter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fintech, beaucoup de sociétés extrêmement innovantes qui viennent leur piquer des parts de marché sur leur marché historique. Elles ont des marges qui sont en pression à la baisse à cause de ces fintechs. Alors eux, c'est pas à cause de l'inflation, mais c'est plutôt parce que elles ont un nouveau type de concurrence qui arrive. Et donc, tous ces acteurs très traditionnels du secteur financier, sur le long terme, nous, on les voit comme à risque par cette nouvelle forme de concurrence qu'on voit apparaître. Donc, court terme, c'était une bonne idée depuis le début de l'année pour résister un petit peu à cet environnement. Ça pourrait le rester encore pendant quelques semaines, quelques mois, mais quand on regarde à long terme, non, parce que pour nous, leur modèle d'entreprise est en danger et elles ont du mal, pour la plupart d'entre elles, à s'adapter à ce nouveau contexte concurrentiel. Et c'est là où on fait la différence, Axel, entre allocation stratégique et allocation tactique, ou allocation de fonds de Exactement. portefeuille et allocation satellitaire. Donc, en fait, ouais, donc tout dépend effectivement de l'horizon d'investissement. Dernière question, Axel, pour ne pas faire trop long, éventuellement, dernière question. Le PE est-il un indicateur fiable, Axel, pour trouver un point d'entrée sur un secteur ou sur un titre? Et enfin, toute dernière question, et après, donc, du coup, on arrêtera. Dans le secteur bancaire, est-ce qu'il vaut mieux justement un profil type Worldline ou un profil type BNP? Voilà. Alors, on peut lier la question du price earning et donc de ce qu'on appelle les ratios de valorisation à la question bancaire, hein. C'est sûr que si on regarde le prix d'une entreprise comme Worldline ou de toutes les entreprises des fintech, elles sont beaucoup, beaucoup plus élevées que les entreprises du secteur bancaire. Et donc, on peut se dire, il y en a une qui est pas chère et il y en a une qui est chère, donc je vais peut-être plutôt faire une bonne affaire en achetant BNP plutôt que Worldline. Et on en revient en fait au niveau de croissance. Aujourd'hui, pourquoi BNP reste moins cher? Alors, il y a plusieurs raisons techniques, mais c'est que Worldline, en fait, en fait, les investisseurs payent une prime pour la croissance de long terme.
Ce qu'ils préfèrent, c'est je préfère payer plus cher aujourd'hui Worldline que BNP pour la simple et bonne raison qu'en fait, bah, moi, je veux m'acheter de la croissance à long terme. Et si BNP n'est pas cher, c'est pour une bonne raison, c'est qu'en fait, ils sont capables de m'offrir une très bonne année pour 2022 parce qu'ils vont sûrement avoir une hausse, enfin, ils vont avoir des meilleurs résultats grâce à notamment cette hausse des taux. Mais à moyen long terme, bah, ça ne sera pas le cas. Donc, en fait, quand on regarde les notions de prix, il faut mettre ça en face des fondamentaux et en face de la croissance. Et regarder juste en absolu les notions de prix, et notamment via le price earning ratio qui ne regarde que à l'instant T le ratio prix sur bénéfice. Et ben, c'est quelque chose qui nous donne une information qui est très approximative et qu'il ne faut pas seulement prendre en compte dans son portefeuille. C'est très clair. Merci énormément, Axel. Merci énormément De pour rien, merci à vous. justement ton éclairage. Merci pour tes explications. C'était vraiment extrêmement intéressant. Merci, chers participants, d'avoir été présents. Nous vous donnons rendez-vous même jour, même heure, la semaine prochaine, avec le même lien d'inscription. Ça, c'est important également. Donc, vous pouvez vous inscrire avec le même lien. Voilà, donc ce qui vous facilite un peu justement donc, la vie. Voilà, donc je me ferai un plaisir de vous retrouver. Encore merci, Axel. Encore merci à tous. Merci Et beaucoup. bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.